Je m'appelle Todd, j'ai 32 ans, et je me souviens encore du poids exact de cette liste de corvées entre mes mains lors de la baby shower de mon frère. Vous connaissez ce sentiment quand vous réalisez que vous n'êtes pas vraiment un invité? Le papier cartonné impeccable semblait plus lourd que le babyphone coûteux que j'avais apporté en cadeau. Je suis resté figé dans l'entrée, regardant les vrais invités être accueillis avec du champagne pendant que je tenais des instructions détaillées sur où mettre les manteaux et à quelle fréquence remplir les seaux à glace. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est ce qui m'attendait sur mon ordinateur portable. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Abonnez-vous et restez pour voir comment un simple email a changé ma famille pour toujours. En grandissant, Jackson n'était plus qu'un simple grand frère pour moi. De 4 ans mon aîné, il était mon héros, mon protecteur, et parfois mon seul allié dans notre foyer à haute pression. Nous partagions non seulement une chambre avec des lits jumeaux positionnés sous des fenêtres qui laissaient entrer la brise d'été, mais aussi d'innombrables sorties de pêche au lac Powell, où il m'a appris à appâter les hameçons et à nettoyer les prises. Ces matinées sur l'eau, la brume s'élevant autour de notre petit bateau, étaient les moments où Jackson semblait le plus lui-même, loin des attentes de nos parents. Notre père, Richard, a bâti son entreprise de fourniture de construction à partir de rien, transformant une petite exploitation en une puissance régionale par sa seule volonté et un sens des affaires qui frisait la cruauté. Sa définition du succès était étroite, réussite financière, statut social et perpétuation du nom de famille par l'entreprise. Mère Karen complétait parfaitement son ambition, passant de reine de beauté d'une petite ville à une mondaine qui orchestrait des galas de charité et des événements de country club avec une précision militaire. Ensemble, ils ont construit une vie de confort matériel et d'influence sociale, mais la chaleur était une denrée rare. Jackson s'intégrait parfaitement dans leur vision, capitaine de l'équipe de football, président de classe, école de commerce dans une université de l'Ivy League, suivi d'une transition en douceur dans l'entreprise familiale, où il est rapidement devenu le bras droit de papa. Sa trajectoire était aussi prévisible que célébrée à chaque réunion de famille, chaque dîner de fête, chaque conversation décontractée avec des voisins ou des associés. J'étais l'aberration, plus calme, plus intéressé par les ordinateurs que par les contrats, préférant les livres aux jeux de ballon. Mes réalisations dans les compétitions de mathématiques et les projets de codage ont valu des signes de reconnaissance, mais jamais la fierté enthousiaste qui accueillait les touchdowns ou les contrats de Jackson. Quand j'ai exprimé mon intérêt pour l'informatique plutôt que pour l'administration des affaires pour l'université, la déception de papa s'est manifestée par une remarque cinglante au dîner du dimanche. Au moins un fils comprend ce que signifie perpétuer un héritage. Amanda, notre sœur, a navigué dans son statut d'enfant du milieu en devenant la fille parfaite. De 2 ans plus jeune que Jackson et de 2 ans plus âgée que moi, elle a appris très tôt à s'aligner sur le pouvoir. Au début, ça me faisait mal quand elle se joignait à Jackson pour me taquiner sur le fait d'être le bizarre. Avec le temps, j'ai fini par reconnaître cela comme sa stratégie de survie, un moyen de s'assurer de rester dans la chaleur de l'approbation parentale plutôt que dans le froid avec moi. La transformation de Jackson a été progressive mais indubitable. Le frère qui prenait autrefois ma défense quand papa critiquait mon projet de science au lieu d'assister à son match de football est lentement devenu celui qui initiait les blagues à mes dépens. Le tournant est arrivé pendant ma 2e année de lycée quand j'ai remporté un concours de programmation à l'échelle de l'État. Ce soir-là, au dîner, alors que je commençais à partager la nouvelle, Jackson a interrompu avec l'annonce de sa nomination dans la liste des 30 de moins de 30 ans d'un journal d'affaires. Mon accomplissement s'est évaporé dans l'explosion d'excitation qui a suivi. Quand j'ai croisé son regard à travers la célébration, il y avait quelque chose de nouveau là-dedans. Quelque chose qui disait clairement, il n'y a de la place que pour un fils qui réussit dans cette famille. La famille élargie suivait l'exemple de mes parents comme une troupe de danse bien répétée. Oncle Steve, le frère de papa et son associé, traitait Jackson comme un 2e fils tout en ayant du mal à se souvenir des détails de base de ma vie. Tante Patricia, la sœur de maman, me posait toujours des questions sur mon hobby informatique comme si elle attendait que je passe à autre chose. Cousins, grands-parents, amis de la famille, tous prenaient leur repère au sommet et le message était cohérent, Jackson compte, Todd est périphérique. Après avoir obtenu mon diplôme avec mention en informatique, j'ai mené ma première vraie bataille avec papa quand j'ai décliné son offre réticente de me trouver quelque chose en informatique, dans l'entreprise. Au lieu de cela, j'ai déménagé à Seattle et j'ai rejoint une petite start-up technologique spécialisée dans les logiciels de logistique de la chaîne d'approvisionnement. L'ironie que je travaille toujours dans un domaine adjacent à l'entreprise familiale ne m'a pas échappé. Mais la différence, c'est que je construisais quelque chose selon mes propres termes.
Ces premières années ont été maigres et difficiles. Pendant que Jackson recevait en cadeau un appartement de luxe et un titre de direction, je partageais un appartement avec 3 autres développeurs et je travaillais 14 heures par jour pour aider notre jeune entreprise à survivre. Chaque fois que je rentrais à la maison pour les rassemblements de vacances obligatoires, je subissais des variations de « tu joues toujours avec les ordinateurs » et « quand vas-tu trouver un vrai travail » de la part de papa. Un silence gêné de la part de maman. Une sympathie théâtrale de la part d'Amanda. Et le regard de préoccupation bienveillante et exercée de Jackson qui n'atteignait jamais ses yeux. Les événements familiaux sont devenus des exercices d'endurance. Au dîner de Noël de l'année dernière, bien que trentenaire, j'ai été assis à la table des enfants tandis que des cousins éloignés et des associés prenaient place à la table principale avec mes parents, Jackson et Amanda. À la fête de départ à la retraite de papa, le photographe a arrangé les photos de famille avec moi debout maladroitement à la périphérie, facilement recadrable des photos de famille principales qui ont finalement été encadrées et exposées. Quand Amanda a épousé son mari tout aussi soucieux de son statut, j'ai appris que je ne faisais pas partie du cortège nuptial lorsque l'invitation à l'essayage des tenues a exclu mon nom. Chaque offense me brûlait, mais je m'étais appris à paraître indifférent, à me concentrer sur la construction de ma propre vie loin de leur jugement. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que pendant qu'ils rejetaient ma carrière comme une impasse, le logiciel de logistique que j'avais aidé à développer révolutionnait la façon dont les entreprises géraient leurs stocks et leurs expéditions. Pendant qu'ils supposaient que je joignais à peine les 2 bouts, notre entreprise obtenait tranquillement des contrats avec des clients de plus en plus importants. Chaque succès construisait quelque chose qui finirait par forcer ma famille à me voir différemment, qu'ils le veuillent ou non. L'invitation est arrivée dans ma boîte de réception un mardi matin, prise en sandwich entre une mise à jour de projet de mon équipe de développement et une demande de réunion de notre plus gros investisseur. L'objet était « Célébration pour le bébé de Jackson et Meghan », avec une carte numérique présentant des bleus et des jaunes doux, des cigognes de dessins animés, et les détails de la fête 3 semaines plus tard chez mes parents dans le Connecticut. Ma réaction immédiate a été la surprise, suivie rapidement par la suspicion. Au cours des 5 années depuis mon départ pour Seattle, j'avais reçu exactement 3 communications personnelles de Jackson, un SMS de groupe annonçant ses fiançailles, une invitation de mariage formelle qui est arrivée après qu'Amanda ait laissé échapper que maman avait initialement suggéré de ne pas m'inviter du tout, et un email laconique lorsque leur grossesse a été annoncée à la famille élargie. La suspicion a dû se voir sur mon visage quand mon assistante est passée pour déposer le café, car elle m'a demandé si quelque chose n'allait pas. Mon frère organise une baby shower, ai-je expliqué, conscient de l'étrangeté de mon manque d'enthousiasme. J'essaie juste de comprendre pourquoi j'ai été invité. Ce soir-là, alors que je révisais du code dans mon appartement du centre-ville avec vue sur Puget Sound, mon téléphone s'est allumé avec le nom de Jackson. Nous ne nous étions pas parlé directement depuis plus de 8 mois. « Todd, as-tu reçu l'invitation à la fête ?» Sa voix avait cet enthousiasme forcé que je reconnaissais des réunions avec les clients. Le ton qu'il utilisait pour conclure une vente difficile. « Oui. »« Félicitations encore. »« Comment va Meghan ?» J'ai gardé un ton neutre, protecteur. « Elle va très bien. Le médecin dit que tout est parfait. Écoute, nous voulons vraiment que tu sois là. Je sais que les choses ont été. Eh bien, tu sais, pas génial entre tout le monde, mais c'est important. Une nouvelle vie, de nouveaux départs, tout ça. Maman met le paquet pour l'organisation. Et Meghan a spécifiquement demandé si tu viendrais. Quelque chose dans sa voix, une note de sincérité peut-être, m'a donné envie de le croire. Vraiment ? Meghan a demandé de mes nouvelles ? Bien sûr, tu vas être oncle. C'est important. Il y eut une pause, puis, ça compterait beaucoup pour moi aussi, d'avoir mon frère là. La conversation s'est poursuivie avec des sujets superficiels, naviguant soigneusement autour de toute mention de l'attitude de nos parents à mon égard ou des tensions qui avaient défini notre relation pendant des années. Au moment où nous avons raccroché, une petite partie têtue de moi s'était enflammée d'espoir. Peut-être que l'arrivée imminente de la prochaine génération adoucissait vraiment les cœurs. Peut-être que Jackson, face à la paternité, reconsidérait la valeur de la fraternité. Cet espoir fragile m'a soutenu à travers plusieurs échanges de SMS dans les semaines qui ont suivi. Jackson a envoyé des images d'échographie avec des légendes du type « ta future nièce ou ton futur neveu ». Il a demandé les détails de mon vol et a proposé de venir me chercher à l'aéroport. Quand j'ai mentionné avoir réservé un hôtel, il a insisté pour que je reste chez eux, bien qu'il ait rapidement fait marche arrière quand j'ai accepté,
expliquant que la chambre d'amis était en cours de conversion en chambre de bébé et suggérant plutôt ma vieille chambre chez nos parents. J'ai décliné, gardant ma réservation d'hôtel. Malgré ma lassitude persistante, j'ai passé un temps considérable à choisir le cadeau parfait. J'ai finalement opté pour un système de babyphone haut de gamme avec des fonctionnalités qui dépassaient tout ce qui figurait sur leur liste de naissance, ainsi qu'une contribution importante à un fonds d'études que j'ai secrètement créé au nom de l'enfant à naître. J'ai pris des congés, déclinant une réunion importante avec des investisseurs potentiels pour m'assurer de pouvoir faire le voyage à travers le pays. Mon équipe m'a regardé étrangement quand j'ai expliqué que je devais assister à la baby shower de mon frère, clairement consciente du peu de place que ma famille occupait habituellement dans ma vie. Le matin de la fête, je me tenais dans ma chambre d'hôtel, regardant mon reflet dans le miroir de la salle de bain. Cette fois, ce sera différent, me suis-je dit, ajustant mon col et vérifiant que le babyphone était parfaitement emballé dans du papier bleu pâle avec un ruban argenté. J'avais choisi une tenue décontractée mais chère, un signal subtil de ma réussite qui ne semblerait pas ostentatoire, le genre de luxe discret que mes parents respectaient toujours chez les autres. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents dans leur quartier exclusif a ravivé une foule de souvenirs. Peu de choses avaient changé depuis mon départ. Les pelouses manucurées et la façade imposante projetaient toujours la richesse et la stabilité. En approchant, j'ai remarqué des voitures déjà alignées dans l'allée circulaire, me forçant à me garer à près d'un pâté de maison. Jonglant avec le cadeau et ma sacoche d'ordinateur, que j'emportais rarement sans, j'ai remonté la longue allée, remarquant les ballons bleus et argentés ornant l'entrée et les arrangements floraux professionnels visibles à travers les grandes fenêtres de devant. Ma mère a répondu à ma porte, son sourire de circonstance fermement en place. Karen Lawson avait conservé sa beauté grâce à une dévotion rigoureuse à la forme physique, aux procédures cosmétiques et à la gestion prudente des émotions négatives, qui n'étaient jamais affichées, mais plutôt canalisées en remarques cinglantes déguisées en inquiétude. Todd, tu es arrivé. Pas, je suis contente que tu sois arrivé, ou, bienvenue, ou aucune des salutations chaleureuses que je l'avais entendu offrir à d'autres invités par la porte ouverte avant qu'elle ne voie que c'était moi. Tu peux mettre le cadeau sur la table dans la salle à manger. Elle se détournait déjà, son attention se portant sur quelqu'un de plus important derrière moi. Amanda est apparue dans le hall, robe de créateur et maquillage parfait, la faisant ressembler à un clone plus jeune de maman. Ses yeux ont parcouru mon apparence avec une évaluation rapide qui a abouti au plus léger signe de reconnaissance. Tu es en retard, a-t-elle dit, bien que j'ai en fait 15 minutes d'avance selon l'invitation. Les amis de Jackson du club sont déjà là. Ils ont apporté un cheval à bascule personnalisé incroyable, sculpté à la main dans le Vermont. J'ai aperçu Jackson dans le salon, entouré d'un groupe d'hommes en tenue de ville quasi identique, tous semblant sortis des pages du même catalogue BCBG. Il a brièvement croisé mon regard, a levé la main dans un demi-salut, puis a reporté son attention sur l'histoire qui faisait rire le groupe avec appréciation. La maison était transformée avec des décorations qui avaient dû coûter des milliers de dollars. Une touche professionnelle évidente dans chaque élément parfaitement placé. Un personnel de traiteur se déplaçait efficacement dans l'espace, offrant des plateaux de hors-d'œuvre et des flûtes de champagne aux invités qui étaient clairement divisés en niveaux d'importance. Les associés et les amis de la famille occupaient le salon central avec sa vue sur le jardin. La famille élargie remplissait la véranda attenante tandis que le personnel de maison et quelques personnes que je ne reconnaissais pas étaient dirigés vers la cuisine à leur arrivée. Personne ne m'a proposé de prendre mon manteau. Personne ne m'a offert de champagne. Personne, en fait, ne semblait remarquer mon existence au-delà des reconnaissances initiales. Debout seul dans l'entrée après avoir déposé mon cadeau, j'ai eu le sentiment distinct d'avoir mal compris quelque chose de fondamental à propos de mon invitation. J'envisageais de m'approcher du cercle de Jackson ou de trouver un coin tranquille pour observer quand maman est réapparue. Cette fois avec une feuille de papier imprimée, qu'elle m'a tendue sans cérémonie. « Puisque tu es là, autant te rendre utile », a-t-elle dit, la voix basse, comme si nous étions des conspirateurs plutôt que mère et fils. Le personnel engagé est en sous-effectif aujourd'hui. En baissant les yeux, je me suis retrouvé à tenir une liste détaillée de tâches imprimées dans la police préférée de maman. Chaque élément méticuleusement listé, remplir les seaux à glace dans le coin bar et la cuisine. Remplacer au besoin. Porteur les manteaux des invités dans la chambre bleue à l'étage. Aider le personnel de traiteur à passer les amuse-gueules quand ils sont en sous-effectif. S'assurer que les salles de bain restent approvisionnées en serviettes pour les invités. Aider à nettoyer les emballages cadeaux pendant l'ouverture. Rester pour le nettoyage après le départ des invités. J'ai regardé la liste, puis elle,
attendant une indication que c'était une blague de mauvais goût. Son expression est restée impassible, expectative. Tu veux que je travaille à la fête? Comme du personnel? J'ai gardé ma voix égale, conscient des invités à proximité qui pourraient entendre. Ne sois pas dramatique, Todd. Tout le monde met la main à la pâte. Jackson est tellement occupé avec ses invités importants, et nous sommes en sous-effectif avec la société de service. Rends-toi juste utile pour une fois. Sur ce, elle s'est retournée et est retournée vers un groupe de ses amis, toutes portant les mêmes épinglettes d'adhésion au club de tennis sur leur pull en cachemire coûteux. Au début, j'ai obéi par pure incrédulité, pensant que c'était peut-être une étrange initiation qui se terminerait par mon inclusion une fois que j'aurais prouvé ma volonté d'aider. J'ai rangé ma sacoche d'ordinateur dans un coin de la cuisine, j'ai retroussé mes manches et j'ai commencé à remplir les seaux à glace de la machine à glaçons commerciale dans le garage, les apportant aux bars installés au premier étage. Après environ 20 minutes, pendant une accalmie, quand les traiteurs semblaient avoir tout sous contrôle, j'ai tenté de me joindre au cercle de conversation de Jackson. Il discutait d'une récente fusion d'entreprises, et je pensais que je pourrais apporter une contribution pertinente étant donné l'implication tangentielle de mon entreprise dans la logistique de l'affaire. Todd, a dit Jackson en m'approchant, son ton amical, mais ses yeux froids. Parfait timing. Nous avons besoin de plus de glace ici, et la grand-mère de Megan a besoin que quelqu'un aille chercher son châle dans la voiture. Lexus argenté dans l'allée latérale. Elle a les clés. Je suis resté parfaitement immobile, conscient des regards curieux de ses amis. Je pensais que je pourrais me joindre à vous un peu. Je n'ai pas encore rencontré la plupart de tes amis. Le sourire de Jackson s'est crispé de manière presque imperceptible. Il y aura plein de temps pour ça plus tard. Pour l'instant, nous avons vraiment besoin de cette glace. Maman a dit que tu aidais aujourd'hui. En me retirant, seau à glace en main, j'ai entendu un des hommes demander « C'était qui ?» Et la réponse de Jackson « Juste mon frère. Il traverse une mauvaise passe, alors on le laisse gagner un peu d'argent en aidant aujourd'hui. » Le mensonge a piqué plus que le renvoi. Je n'étais pas à court d'argent, et Jackson le savait, mais la fiction servait son récit sur son frère moins réussi, le cas de charité de la famille. La révélation finale est venue 1 heure plus tard, lorsque les invités ont été dirigés vers leur siège pour le déjeuner et l'ouverture des cadeaux. De longues tables avaient été installées dans la véranda agrandie, chaque place magnifiquement dressée avec des cartons nominatifs calligraphiés à la main sur de délicats supports. En me déplaçant dans la pièce sous prétexte de vérifier les verres d'eau, j'ai cherché mon nom parmi les couverts, ne trouvant rien. Une femme d'âge mûr que j'ai reconnue comme l'une des amies du club de bridge de maman a remarqué ma recherche. « Vous cherchez votre place, jeune homme ?» Pendant un instant, j'ai pensé qu'elle était serviable jusqu'à ce qu'elle continue. Le personnel de traiteur mange par roulement dans la cuisine, je crois. Bien que vous sembliez trop bien habillé pour un serveur. Elle a plissé les yeux à travers ses lunettes. Êtes-vous de la société d'événementiel? Avant que je puisse répondre, maman est apparue à mon coude, intervenant en douceur. Il est juste, Margaret. Mon fils cadet, Todd. Il est si doué pour ce genre de choses. La façon dont elle a souligné « ce genre de choses » a clairement indiqué dans quelle catégorie de personne elle me considérait. L'expression de Margaret s'est éclaircie de compréhension. C'est merveilleux d'avoir un fils serviable. Les miens sont absolument inutiles à la maison. Elle m'a tapoté le bras avec condescendance avant de continuer à chercher sa place assignée. Je me suis tourné pour faire face à ma mère, gardant ma voix basse mais ferme. « Où suis-je assis, maman ?» Son expression parfaitement composée n'a pas faibli. « Ne sois pas ridicule, Todd. Tu aides à l'événement. Les serveurs ne s'assoient pas avec les invités. Tu le sais. Je ne suis pas un serveur. Je suis ton fils, le frère de Jackson, l'oncle du bébé. » Quelque chose s'est durci dans son regard. Puis, un calcul froid qui m'avait toujours terrifié enfant. Tu as de la chance qu'on t'ait même laissé entrer dans la maison après la scène embarrassante que tu as provoquée à Noël. Maintenant, arrête de faire des histoires et va faire quelque chose d'utile. La glace dans la cuisine commence à manquer. Amanda est apparue à côté de nous, son timing impeccable comme toujours. Un problème? A-t-elle demandé, bien que son ton ait clairement indiqué qu'elle connaissait déjà la réponse. Todd semble penser qu'il est un invité plutôt qu'une aide, a répondu maman. Les deux formaient soudainement un front uni. Amanda a levé les yeux au ciel avec un dédain exercé.
Sérieusement, Todd, va remplir les seaux à glace. Les gens attendent leur boisson. Elle me fixait toutes les deux. Des expressions jumelles de renvoi et d'irritation, attendant que je m'éclipse comme je l'avais toujours fait auparavant. Autour de nous, les conversations continuaient, les verres tintaient, et une musique douce jouait pendant que les invités trouvaient leur place. Le parfait tableau social se poursuivait sans interruption, à l'exception de cette petite bulle tendue de dysfonctionnement familial. J'ai regardé au-delà d'elle, là où Jackson se tenait avec sa femme, sa main protectrice sur son ventre de femme enceinte alors qu'ils acceptaient les félicitations et dirigeaient les gens vers leur siège. Il a brièvement croisé mon regard et j'y ai vu quelque chose. Pas de la culpabilité exactement, mais de la conscience. Il savait exactement ce qui se passait et le permettait, peut-être même l'orchestrait. À ce moment-là, plusieurs choses sont devenues limpides pour moi. C'était le plan depuis le début. L'invitation, l'appel téléphonique, les SMS, tout était conçu pour m'amener ici, non pas en tant que famille, mais en tant qu'aide non rémunérée. Une autre personne à qui donner des ordres pendant leur événement parfait. L'insulte finale d'une vie entière à être traitée comme inférieure. Et j'ai décidé que j'en avais fini de l'accepter. Mon parcours dans la technologie a commencé par un échec, quelque chose que ma famille ne m'a jamais laissé oublier. Après avoir obtenu mon diplôme et refusé l'offre réticente de papa de me trouver quelque chose dans l'entreprise familiale, j'ai traversé le pays avec rien d'autre que des dettes d'étudiants, un ordinateur portable d'occasion et une détermination obstinée à faire mes preuves selon mes propres termes. La start-up que j'ai rejointe, Logitech Solutions, était à bout de souffle quand je suis arrivé. Notre petite équipe de 5 personnes travaillait dans un entrepôt reconverti où le chauffage tombait régulièrement en panne en hiver et où la vieille climatisation offrait un soulagement minimal en été. Nous subsistions de ramen et de café, travaillant 14 heures par jour pour perfectionner notre logiciel de gestion logistique que personne ne semblait intéressé à acheter. 6 mois plus tard, nous étions confrontés à la perspective très réelle de fermer. Notre financement de démarrage initial était presque épuisé, et les investisseurs potentiels refusaient les réunions après avoir entendu parler de notre manque de succès. C'est à ce moment difficile que j'ai rencontré Martin Decker, un vétéran de la technologie grisonnant qui avait fait fortune lors du premier boom et s'était depuis consacré à mentorer des startups prometteuses mais en difficulté. Martin a vu ce que les autres n'ont pas vu, à la fois dans notre logiciel et en moi personnellement. Votre approche de la gestion prédictive des stocks à 3 ans d'avance sur ce qui existe actuellement sur le marché, m'a-t-il dit après que je lui ai expliqué l'architecture du code. Le problème n'est pas votre produit, c'est votre discours et votre patience. Avec les conseils de Martin et un petit mais crucial investissement de transition, nous avons affiné à la fois notre logiciel et notre approche de vente. Au lieu d'essayer de révolutionner des chaînes d'approvisionnement entières du jour au lendemain, nous avons identifié des points de douleur spécifiques que nous pouvions résoudre immédiatement tout en construisant une vision plus large. Martin m'a également mis en contact avec Elena Rodriguez, une brillante conceptrice UX qui a transformé notre interface maladroite en quelque chose d'intuitif et de visuellement attrayant. Notre première percée est survenue lorsqu'une chaîne d'épicerie régionale de taille moyenne a accepté de mettre en œuvre notre système dans 3 de leurs centres de distribution en tant que programme pilote. Les résultats ont dépassé même nos projections optimistes, 28% de réduction des surstocks, 34% d'amélioration des livraisons à temps et des économies mesurables sur les coûts de main-d'œuvre grâce à un routage plus efficace. La chaîne d'épicerie a signé un contrat complet et est devenue notre référence la plus enthousiaste. Ce succès a créé un flux de revenus modeste mais régulier qui nous a permis de rester à flot pendant que nous améliorions le produit et construisions lentement notre base de clients. Chaque nouvelle mise en œuvre nous a appris davantage sur les applications du monde réel et les cas limites, nous permettant d'affiner le logiciel en quelque chose de vraiment exceptionnel. À la fin de notre 2e année, nous avions élargi l'équipe à 12 personnes et déménagé dans de vrais bureaux. Pendant toute cette période, ma famille est restée dédaigneuse de ma carrière. Lors de mes rares visites à la maison, papa me présentait à ses associés comme « mon fils », qui essaie toujours de percer dans l'informatique à l'ouest, tandis que maman changeait de sujet chaque fois que quelqu'un demandait ce que je faisais dans la vie. Lors des réunions de famille, je déviais les questions sur mon travail avec des réponses vagues, apprenant que partager des détails n'invitait qu'à des comparaisons avec le « vrai » travail de Jackson dans l'entreprise familiale. Le véritable tournant pour Logitech est survenu au cours de notre 3e année, lorsqu'un grand détaillant national confronté à des cauchemars logistiques pendant les fêtes de fin d'année nous a approchés après avoir entendu parler de nos résultats avec la chaîne d'épicerie. La complexité de leur chaîne d'approvisionnement était d'un ordre de grandeur supérieur à tout ce que nous avions géré auparavant.
Mais nous l'avons vu comme notre chance de prouver notre capacité à évoluer. Pendant 6 mois, j'ai pratiquement vécu dans leur centre de distribution, travaillant aux côtés de leur équipe pour personnaliser et mettre en œuvre notre système. Les heures étaient brutales, la pression intense, mais lorsque le Black Friday est arrivé et que leur logistique a fonctionné avec une fluidité sans précédent, nous savions que nous avions accompli quelque chose de remarquable. Leur PDG m'a personnellement remercié lors de leur réunion de fin d'année, annonçant que notre logiciel leur avait permis d'économiser environ 12 millions de dollars au cours de cette seule saison des fêtes. La nouvelle s'est répandue rapidement dans l'industrie. Soudain, nous ne courions plus après les clients. Ils venaient à nous. Notre équipe est passée à 50, puis à 100 personnes. Nous avons ouvert des bureaux dans 3 villes. Les sociétés de capital risque qui avaient auparavant refusé des réunions appelaient maintenant chaque semaine, désireuses d'investir à des valorisations que nous aurions considérées comme fantastiques quelques années plus tôt. 5 ans après ce dîner de Noël humiliant où j'ai été assis avec les enfants pendant que la famille discutait de la dernière promotion de Jackson, Logitech Solutions était évalué à plus de 300 millions de dollars. En tant que fondateur et directeur technique, ma participation personnelle était substantielle, même sans tenir compte des investissements stratégiques que j'avais réalisés avec mes gains antérieurs, beaucoup dans des domaines adjacents à l'entreprise de fourniture de construction de mes parents. Ce que ma famille ne savait pas, ce que j'avais délibérément gardé pour moi, c'est que j'avais maintenant une valeur nette qui dépassait la valeur combinée de l'entreprise familiale et de tous leurs biens personnels. Je détenais des participations minoritaires importantes dans 3 de leurs principaux fournisseurs. Par l'intermédiaire d'un groupe de capital investissement avec lequel j'avais investi, je contrôlais une dette substantielle détenue par l'entreprise de papa, arrangée par des sociétés écrans qui masquaient mon lien. Je n'avais pas initialement prévu cela comme un levier. C'était simplement des investissements judicieux dans des industries que je comprenais grâce à mon enfance dans l'entreprise. Mais comme leur traitement à mon égard s'est aggravé plutôt qu'amélioré au fil des ans, j'ai commencé à voir la valeur stratégique potentielle de ma position. Après des rencontres familiales particulièrement blessantes, je trouvais parfois du réconfort en sachant que je pouvais, si je le choisissais, exercer une influence financière considérable sur leur vie. Mais je n'ai jamais voulu être cette personne, celle qui utilise l'argent comme une arme. Ce que je voulais était tellement plus simple et pourtant apparemment impossible, être traité comme un membre égal de la famille, respecté pour mes choix, même s'ils différaient du chemin prescrit. Je gardais l'espoir que le temps et la maturité guériraient naturellement le dysfonctionnement, que peut-être mes parents finiraient par reconnaître ma réussite à sa juste valeur. Quand l'invitation à la baby shower de Jackson est arrivée, j'avais brièvement espéré qu'elle signalait que la guérison avait commencé. Peut-être que le fait de devenir père donnait à mon frère une perspective sur les liens familiaux. Peut-être que mes parents, bientôt grands-parents, s'adoucissaient. Cet espoir expliquait pourquoi j'avais traversé le pays, cadeau en main, le cœur prudemment ouvert à la réconciliation. Debout dans leur cuisine maintenant, tenant une liste de corvées au lieu d'être accueilli en famille, j'ai finalement accepté la vérité. Rien n'allait changer à moins que je ne force les choses. La décision que j'avais évitée pendant des années s'est cristallisée à ce moment de clarté. Pas la vengeance, mais un règlement de compte attendu depuis longtemps. La cuisine était momentanément vide alors que les invités se rassemblaient dans la véranda pour le déjeuner et la cérémonie d'ouverture des cadeaux. Je pouvais entendre le murmure des conversations et des rires occasionnels de l'autre pièce, les sons d'une célébration qui se poursuivait sans moi. L'ironie ne m'a pas échappé que le fait d'être exclu m'avait également donné de l'intimité à un moment crucial. J'ai récupéré ma sacoche d'ordinateur là où je l'avais rangée et je me suis installé sur le comptoir en granit à côté du réfrigérateur de qualité commerciale. Mes mains tremblaient légèrement en ouvrant l'ordinateur et en me connectant. Une manifestation physique du carrefour émotionnel auquel je faisais face. Une partie de moi voulait simplement partir, franchir la porte et ne jamais revenir, coupant complètement les liens avec la famille qui ne m'avait jamais valorisé. Le docteur Simons, la thérapeute que je voyais depuis 1 an pour travailler sur mes problèmes familiaux, avait suggéré que cela pourrait finalement être l'option la plus saine. Les liens du sang ne vous obligent pas à accepter les mauvais traitements, m'avait-elle dit lors de notre dernière séance, sans savoir à quel point ces paroles se révéleraient prémonitoires. Mais partir signifierait qu'ils gagneraient à nouveau. Cela renforcerait leur récit selon lequel j'étais le problème, l'hypersensible qui ne supportait pas les taquineries familiales, le raté qui disparaissait parce qu'il ne pouvait pas être à la hauteur. Plus important encore, cela signifierait que j'aurais encore une fois échoué à me défendre. Mon email était déjà ouvert depuis plus tôt ce matin-là, lorsque je m'étais occupé de questions professionnelles depuis ma chambre d'hôtel. J'ai navigué vers un dossier intitulé «
contingence, créé des mois auparavant, mais jamais consulté jusqu'à présent. À l'intérieur se trouvaient 4 brouillons de mai, chacun méticuleusement préparé avec une consultation juridique, chacun adressé à différents membres de ma famille, chacun contenant des informations qui changeraient irrévocablement notre dynamique. J'avais créé ces messages après l'incident du dîner de Noël, un exercice thérapeutique recommandé par le docteur Simons pour aider à traiter ma colère sans agir impulsivement. Écrivez ce que vous aimeriez pouvoir dire ou faire, avait-elle suggéré. Puis sauvegardez-le dans un endroit privé. L'acte d'articuler vos sentiments peut être cathartique, même si vous ne l'envoyez jamais. Mais ce n'étaient pas des diatribes colériques ou des explosions émotionnelles. C'étaient des notifications calmes et factuelles des positions financières que je détenais et qui affectaient directement chaque membre de la famille. Des positions que j'avais acquises légalement et éthiquement grâce à mon propre succès, mais que je n'avais jamais utilisées jusqu'à présent. Mon doigt a plané sur la souris. Une fois envoyé, il n'y aurait pas de retour en arrière. Notre relation serait fondamentalement modifiée, pour le meilleur ou pour le pire. J'ai pris une profonde inspiration, me suis rappelé la liste de corvées toujours posée sur le comptoir à côté de moi, et j'ai cliqué sur « Envoyer tout ». Le premier email est allé à mon père, l'informant que, par l'intermédiaire d'une société de capital investissement dans laquelle j'avais investi, je détenais désormais une participation majoritaire dans le financement par emprunt que son entreprise avait obtenu pour sa récente expansion. Les conditions restaient inchangées, mais la notification l'obligeait légalement à reconnaître le changement de propriétaire de la dette. Le deuxième est allé à oncle Steve, détaillant mon acquisition de l'hypothèque sur sa résidence principale et sa maison de vacances dans les Hamptons, précédemment détenue par une banque régionale qui avait été absorbée par une plus grande institution financière où j'avais des relations. Encore une fois, les conditions restaient les mêmes, mais l'impact psychologique de savoir que je contrôlais sa dette immobilière serait significatif. Le troisième email était adressé à Jackson, lui notifiant que le don anonyme qui avait financé la rénovation complète de leur chambre de bébé, arrangée par l'intermédiaire du décorateur d'intérieur de Meghan comme un prix de concours, venait de moi. De plus, le généreux don de la Future Fun Foundation, créant un compte d'études pour leur enfant à naître était également ma création, avec moi comme administrateur principal. Le dernier message est allé à maman, le plus court, mais peut-être le plus percutant, l'informant que son adhésion chérie au country club, qu'elle croyait être un héritage de ses parents, avait en fait expiré 3 ans plus tôt en raison de cotisations impayées pendant une période de difficultés financières qu'elle et papa avaient gardées secrètes. La réintégration et les cotisations ultérieures avaient été couvertes anonymement par moi par des arrangements avec le bureau financier du club. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai attendu. Dans mon champ de vision se trouvait le réfrigérateur élégant et cher avec des photos de famille tenues par des aimants, des clichés soigneusement sélectionnés d'une famille parfaite qui, d'une manière ou d'une autre, ne m'incluait jamais. Le personnel de traiteur avait laissé des plateaux de nourriture magnifiquement arrangés à l'usage des serveurs. L'ironie de mon exclusion m'offrant ce moment privé parfait pour ma réponse ne m'a pas échappé. 10 minutes se sont écoulées avant que j'entende la première indication que mes messages avaient été reçus. Une exclamation sèche de la salle à manger, suivie de pas précipités. Mon père est apparu à l'entrée de la cuisine. Son visage était rouge d'un mélange de colère et de ce qui ressemblait remarquablement à de la peur, son téléphone serré dans sa main. « Quelle est la signification de ceci ?» a-t-il demandé, la voix basse mais intense, essayant clairement d'éviter de créer une scène que les invités pourraient remarquer. Avant que je puisse répondre, oncle Steve est apparu derrière lui, son teint habituellement sanguin maintenant cendré. « Richard, il faut qu'on parle, maintenant. » Ses yeux se sont posés sur moi, se plissant de confusion et de compréhension naissante. Papa s'est tourné vers lui. « Toi aussi ? » « Mon hypothèque. Quelqu'un l'a achetée. » Il dit. Oncle Steve a fait un geste impuissant vers moi. Jackson a suivi, téléphone dans une main, la confusion évidente sur son visage. « Papa, qu'est-ce qui se passe ? » Je viens de recevoir un email très étrange sur le financement de la chambre de bébé et le compte d'études du bébé. Les 3 hommes se tenaient à l'entrée de la cuisine, formant une barrière involontaire entre moi et le reste de la fête, chacun tenant son téléphone comme s'il s'était brûlé avec. Leurs expressions passaient par la confusion, l'incrédulité et le début de la compréhension alors qu'ils regardaient entre leurs appareils et moi, toujours debout calmement à côté de mon ordinateur portable ouvert. Papa a retrouvé sa voix le premier. Tout le monde dans le bureau. Maintenant. Il s'est tourné vers un serveur qui passait. Si quelqu'un demande, nous discutons d'une affaire rapide. Nous rejoindrons la fête sous peu.
Alors que nous nous dirigions tous les quatre vers son sanctuaire lambrissé à l'arrière de la maison, j'ai aperçu le visage de maman. Un portrait d'inquiétude croissante alors qu'elle nous regardait quitter la célébration. Son téléphone a sonné dans sa main, et je savais que son moment de réalisation suivrait sous peu. Le bureau de papa avait toujours été un territoire interdit quand nous étions enfants. Un sanctuaire masculin de cuir, d'acajou et de l'odeur persistante de cigares chers qu'il s'autorisait occasionnellement malgré la désapprobation de maman. La pièce où les décisions importantes étaient prises, les marchés conclus, la discipline familiale administrée. Y être convoqué n'avait jamais précédé quoi que ce soit de positif dans mon enfance. Maintenant, alors que la porte se fermait derrière nous quatre, la dynamique de pouvoir qui avait défini toute ma vie était visiblement en train de changer. Papa s'est automatiquement placé derrière son imposant bureau, mais est resté debout, trop agité pour s'asseoir. Oncle Steve faisait les 100 pas près des fenêtres, surplombant le jardin manucuré, où les invités se mêlaient encore, inconscients du drame qui se déroulait à l'intérieur. Jackson s'est appuyé contre une bibliothèque, son expression prise entre la colère et la confusion. J'ai choisi de rester au centre de la pièce, refusant de prendre la position du suppliant sur la chaise des visiteurs. Explique-toi, maintenant. La voix de papa avait le ton autoritaire qui avait intimidé les entrepreneurs, les concurrents et les enfants avec une efficacité égale tout au long de sa carrière. Les emails sont explicites, ai-je répondu, gardant ma voix égale. Je suis légalement tenu de vous notifier les changements de propriétaire de la dette. Le reste était une courtoisie. C'est une sorte de blague, c'est retourner oncle Steve depuis la fenêtre. Tu n'as pas ce genre d'argent. C'est impossible. Logitech Solutions, ai-je dit simplement. Mon entreprise. Peut-être avez-vous lu des articles sur nous dans le Wall Street Journal ou Forbes. L'article du mois dernier sur la révolution des chaînes d'approvisionnement du commerce de détail mentionnait que nous examinons des offres d'acquisition à partir de 800 millions. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Jackson s'est redressé de sa pose décontractée contre la bibliothèque. Tu mens, a-t-il dit, mais l'incertitude s'était glissée dans sa voix. Non. Mais je ne suis pas surpris que tu le penses. Aucun de vous n'a jamais pris la peine de prendre ma carrière au sérieux ou de poser de vraies questions sur mon travail. Il était plus facile de maintenir le récit de Todd le raté, la déception familiale, celui qui n'arrivait pas à s'en sortir dans le monde réel. C'est absurde, est intervenu papa, mais avec moins de conviction qu'auparavant. Si ton entreprise valait autant, nous en aurions entendu parler. Auriez-vous ? Vous avez clairement indiqué au fil des ans que mon domaine de prédilection était indigne de votre attention. Quand j'ai mentionné les applications de l'apprentissage automatique à Noël, vous avez changé de sujet pour parler du nouveau territoire de vente de Jackson. Quand j'ai essayé d'expliquer notre dernière levée de fonds au capital risque à Thanksgiving, maman a interrompu pour demander qui voulait plus de dinde. Vous étiez tellement déterminé à me voir comme un échec que vous avez complètement manqué ma réussite. La porte s'est ouverte et maman est entrée, son masque social glissant pour révéler une véritable alarme. Richard, que se passe-t-il ? Je viens de recevoir un message étrange à propos de l'adhésion au country club. Ses yeux se sont posés sur moi, la suspicion naissant. Que as-tu fait ? Il prétend que son entreprise vaut 800 millions, a dit oncle Steve, l'incrédulité toujours évidente dans son ton. Il détient notre dette, mon hypothèque, a financé la chambre de bébé, payé tes cotisations au club. L'expression parfaitement composée de maman a vacillé. Ce n'est pas possible. Todd travaille pour une petite entreprise d'informatique. Ils font des sites web ou quelque chose comme ça. Nous créons des logiciels de gestion logistique au niveau de l'entreprise, les jeux corrigés automatiquement. La même explication que j'avais donnée d'innombrables fois et qui n'avait jamais pénétré. Nos clients comprennent 6 des 10 plus grands détaillants nationaux, 3 grandes compagnies de transport, et oui, ironiquement, 4 entreprises de fourniture de construction qui concurrencent directement l'entreprise familiale. Papa s'est maintenant déplacé de derrière son bureau, son instinct des affaires l'emportant sur son rejet initial. 800 millions. C'est la valorisation de l'entreprise, pas ta participation personnelle. C'est exact. En tant que fondateur et directeur technique, ma part de capital est de 23%, plus des options sur actions, plus un salaire et des bonus pour les 7 dernières années, plus des investissements personnels. J'ai maintenu le contact visuel avec lui. Ma valeur nette dépasse la valeur combinée de votre entreprise, de cette maison et de tous les autres biens familiaux. D'une marge considérable. Le silence qui a suivi était profond.
Je pouvais pratiquement voir les recalculs se faire derrière leurs yeux. Des années d'hypothèses rapidement réévaluées, la hiérarchie familiale réécrite en temps réel. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, a finalement demandé Jackson, son ton accusateur, comme si ma réussite et leur ignorance de celle-ci étaient en quelque sorte des offenses supplémentaires que j'avais commises contre eux. J'ai essayé des dizaines de fois au fil des ans. Vous n'étiez pas intéressé. Et finalement, j'ai réalisé que votre désintérêt me donnait des informations précieuses sur la façon dont vous me voyez vraiment. Pas comme quelqu'un dont il fallait être fier ou soutenir, mais comme le raté désigné de la famille, le conte moralisateur, l'exemple négatif qui faisait que tout le monde se sentait mieux. Maman avait retrouvé son sang-froid, changeant tactiquement de cap comme elle le faisait toujours lorsque les situations sociales prenaient des tournures inattendues. Chérie, ce n'est pas juste. Nous t'avons toujours soutenu. Nous étions juste inquiets de tes choix non conventionnels. Si nous avions su que tu réussissais si bien. C'est exactement mon point, ai-je interrompu. Quelque chose que je n'avais jamais osé faire auparavant. Si vous aviez su que j'étais riche et que je réussissais, vous m'auriez traité différemment. Ce qui signifie que votre traitement à mon égard n'a jamais été une question d'amour ou de famille, mais de statut et de ce que vous pensiez que je pouvais apporter. Attends une minute, a commencé papa, son visage rougissant. Non, j'ai attendu des années. Aujourd'hui, on m'a donné une liste de corvées au lieu d'être accueilli en tant qu'invité à la baby shower de mon propre frère célébrant ma future nièce ou mon neveu. On m'a dit que j'avais de la chance d'être autorisé à entrer dans la maison et on m'a ordonné de remplir les seaux à glace pendant que de vrais membres de la famille et des associés étaient assis à des tables magnifiquement arrangées. C'était un malentendu, a tenté maman, son sourire crispé. Bien sûr que tu es de la famille. Nous étions juste en sous-effectif et tu es toujours si doué pour les choses pratiques. Arrête. Ma voix était calme mais ferme. Plus de gaslighting. Plus de réécriture de la réalité. Vous avez clairement exprimé vos sentiments pendant des décennies. J'étais simplement assez naïf pour continuer à espérer que quelque chose changerait. Jackson s'est avancé. Toujours le négociateur. Écoute, les choses ont dérapé. Nous pouvons arranger ça maintenant que nous connaissons ta situation. Nous pouvons repartir à zéro. Tu vas être oncle. C'est ce qui compte maintenant. J'ai étudié mon frère, l'enfant prodige, le fils parfait, qui tentait maintenant de gérer la situation comme on lui avait appris à gérer tous les problèmes potentiels, avec des mots doux et des concessions stratégiques. Tu savais exactement ce qui se passait aujourd'hui, ai-je dit en le regardant dans les yeux. Tu m'as invité ici sous de faux prétextes, tu as permis qu'on me traite comme un domestique, et tu es resté là à regarder. Ce n'est pas quelque chose dont on repart à zéro sans reconnaissance et changement. Que veux-tu, a demandé sèchement papa, toujours le plus rapide à aller au fond des choses. Pourquoi envoyer ces messages maintenant? Est-ce une sorte de menace? Un levier pour un rachat? La question était si révélatrice de sa mentalité, supposant automatiquement que mes actions devaient avoir un motif financier parce que c'était le seul système de valeurs qu'il comprenait vraiment. Ce que je veux est simple, ai-je répondu. Le respect, la décence humaine de base, être traité comme un membre égal de cette famille, pas comme un embarras à cacher ou à exploiter. Je n'ai pas acquis ces positions financières comme un levier, mais comme des investissements judicieux. Je les utilise comme un levier maintenant parce que vous avez démontré à plusieurs reprises que rien d'autre n'attire votre attention. Alors c'est du chantage, a conclu oncle Steve, trouvant un terrain familier en me présentant comme le méchant. Non, c'est une limite. J'en ai fini d'accepter les mauvais traitements. Vous pouvez choisir de changer la façon dont vous interagissez avec moi pour construire une dynamique familiale plus saine, ou vous pouvez choisir de continuer comme vous l'avez fait. Mais si vous choisissez cette dernière option, je n'absorberai plus tranquillement le manque de respect. Il y aura des conséquences, à commencer par une gestion beaucoup plus active des positions financières que j'ai décrites dans ces emails. La menace était claire sans être explicite. Je pouvais rappeler les prêts de l'entreprise de papa, saisir les propriétés d'oncle Steve, retirer le financement de la chambre de bébé et du fonds d'études, exposer la tromperie financière de maman à son cercle social. Je ne le ferai pas, du moins pas de manière vindicative. Mais il n'avait pas besoin de le savoir. Tu détruirais ta propre famille pour des sentiments blessés, a demandé maman, sa voix s'élevant avec une véritable alarme. Je ne détruis rien, ai-je répondu calmement. Je ne vous protège simplement plus des conséquences naturelles de la façon dont vous traitez les gens, y compris moi. Papa, toujours le stratège, avait observé cet échange avec des yeux calculateurs.
Que demandes-tu spécifiquement? La reconnaissance des comportements passés, des excuses sincères et des changements concrets à l'avenir. À commencer par me présenter à chaque personne de cette fête comme le frère de Jackson et l'oncle du bébé, avec la même fierté que vous montrez en le présentant. La demande était simple mais profonde, exigeant non seulement des mots, mais une révision publique du récit familial qu'ils avaient cultivé pendant des années. Jackson a commencé à objecter, mais papa a levé la main pour le faire taire. Son sens des affaires reconnaissant quand il avait un levier limité. Et si nous faisons ça, alors rien ne change avec les arrangements financiers. Tes prêts, tes hypothèques, tes financements, tout continue exactement comme avant. Je n'ai jamais voulu utiliser l'argent comme une arme. Papa, tu m'as appris cette tactique, non pas par des conseils, mais par l'exemple. La pique a atterri comme prévu, et pour la première fois peut-être, j'ai vu mon père tressaillir face à une critique de ma part. Une petite victoire, mais significative. Nous devons retourner voir les invités, est intervenue maman, toujours soucieuse des apparences. Les gens vont se demander où nous sommes passés. Alors vous avez un choix à faire, ai-je dit simplement. Continuez à me traiter comme un embarras à cacher, ou commencez à me traiter comme un membre de la famille. Vos actions dans les prochaines minutes détermineront beaucoup de choses sur notre future relation. Ils ont échangé des regards, des années de communication tacite passant entre eux, recalculant leur position à la lumière de nouvelles informations. J'ai attendu, calmement sachant que quelle que soit leur décision, je m'étais enfin défendu. Quoi qu'il arrive ensuite, cette victoire ne pourrait pas m'être enlevée. J'ai quitté la baby shower ce jour-là sans résolution. Après notre confrontation dans le bureau, maman avait insisté pour que nous retournions tous à la fête pour éviter les commérages, promettant que nous discuterions de tout plus tard en famille. Papa m'avait présenté à quelques invités proches comme mon fils Todd, l'entrepreneur en technologie, les mots clairement inhabituels et inconfortables dans sa bouche. Jackson avait fait un effort pour m'appeler pendant l'ouverture des cadeaux pour me remercier publiquement pour le babyphone, bien que le geste ait semblé théâtral plutôt que sincère. Je suis parti tôt, déclinant l'invitation gênante de rester plus longtemps que maman a lancé, plus soucieuse des apparences que de la connexion. En quittant cette maison, je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années, comme si j'avais déposé un fardeau dont je n'avais pas pleinement conscience de porter. 3 semaines se sont écoulées sans contact de leur part. Je suis retourné à Seattle, me replongeant dans le travail, me disant que j'avais fait ce que j'avais à faire, et que la balle était dans leur camp. Si rien ne changeait, j'étais prêt à l'accepter et à avancer dans ma vie, en maintenant uniquement le contact minimal requis pour gérer nos enchevêtrements financiers maintenant compliqués. La première ouverture est venue, étonnamment, de Jackson. Un SMS, bref et inhabituellement humble. On peut parler? Juste toi et moi. Nous avons organisé un appel vidéo pour le lendemain soir. Quand son visage est apparu sur mon écran, il avait l'air différent d'une manière ou d'une autre. Le masque confiant a glissé pour révéler quelque chose de plus vulnérable en dessous. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-il commencé sans préambule, sur la façon dont nous t'avons traité. Je ne l'ai pas vu. Ou peut-être que je ne voulais pas le voir. Il était plus facile de suivre la version de maman et papa de qui tu étais que de la contester. C'est la dynamique familiale depuis que nous sommes enfants, ai-je reconnu, ni accusant ni excusant. Je vais être père dans moins de 2 mois, a-t-il poursuivi. Ça me fait réfléchir à beaucoup de choses différemment. Le genre de père que je veux être, le genre d'exemple que je veux donner. Il a fait une pause, semblant lutter avec ses prochains mots. Je ne veux pas que mon enfant grandisse en pensant qu'il est acceptable de traiter les gens comme je t'ai traité, même si ces gens sont de la famille, surtout s'ils sont de la famille. Ce n'était pas une excuse parfaite, mais elle était sincère, et elle a ouvert une porte à quelque chose de nouveau entre nous. Nous avons parlé pendant près de 2 heures cette nuit-là. Vraiment parlé d'une manière que nous n'avions pas faite depuis ces matinées de pêche sur le lac à l'adolescence. Il a posé des questions sur mon entreprise, ma vie à Seattle. Écoutant avec ce qui semblait être un intérêt sincère. J'ai posé des questions sur ses craintes et ses espoirs de devenir père, et il a répondu sans la bravade qui caractérisait habituellement ces conversations. J'aimerais qu'on essaie à nouveau, a-t-il dit alors que nous terminions. D'être frère pour de vrai cette fois. J'aimerais ça aussi, ai-je répondu, prudemment optimiste. Mes parents ont été plus lents à changer d'avis. Papa a ensuite pris contact avec un email professionnel suggérant une réunion de famille en présence d'un médiateur. Son approche typique pour gérer les problèmes émotionnels par des structures formelles.
J'ai contre-proposé de commencer plutôt par une thérapie familiale, quelque chose qu'il aurait été impensable de suggérer auparavant. À ma grande surprise, ils ont accepté. La première séance a été tendue et maladroite, tenue par vidéoconférence avec un thérapeute que j'avais trouvé et qui était spécialisé dans les arrangements familiaux et la réconciliation. Maman a essayé à plusieurs reprises de minimiser les comportements passés ou de les recadrer comme des malentendus. Papa était rigide et mal à l'aise avec le format, mais a fait un effort visible pour s'engager. Nous avons terminé cette première heure avec peu de choses résolues, mais un engagement à poursuivre le processus. Au cours des mois suivants, grâce à des séances hebdomadaires, des conversations difficiles ont commencé à donner de petites percées. Il y a eu des revers, comme lorsque papa a qualifié ma réussite de « chanceux timing dans la bulle technologique » et que j'ai dû le corriger fermement. Il y a eu des moments d'honnêteté douloureuse, comme lorsque maman a finalement admis qu'elle avait toujours favorisé Jackson parce qu'il était plus facile à comprendre et à contrôler. Il y a eu des excuses larmoyantes, certaines plus sincères que d'autres, mais toutes représentant des pas vers la guérison. Amanda a été la plus résistante au changement, ayant construit son identité autour de sa position dans la hiérarchie familiale. Alors maintenant, nous sommes tous censés marcher sur des œufs autour de Todd parce qu'il a de l'argent, a-t-elle lancé lors d'un appel vidéo familial particulièrement tendu. Non, ai-je répondu calmement. Tu es censé me traiter avec le même respect que tu accorderais à n'importe quel membre de la famille. Le fait que tu vois la décence de base comme marcher sur des œufs est exactement le problème. Son chemin vers la compréhension serait le plus long, ai-je réalisé, mais même elle a finalement commencé à faire des efforts timides, prenant occasionnellement contact avec des questions sur ma vie qui n'étaient pas chargées de jugement. Ma nièce est née au début du printemps, un minuscule être humain parfait nommé Lily, qui ne connaissait rien au dysfonctionnement familial ou aux années de blessures. Je suis retourné pour sa naissance, séjournant dans un hôtel, mais passant des jours à l'hôpital et plus tard chez Jackson et Meghan, apprenant à connaître cette nouvelle personne qui représentait une chance pour quelque chose de différent dans l'histoire de notre famille. En la tenant, en regardant ses petits doigts s'enrouler autour des miens, j'ai ressenti une détermination féroce qu'elle ne connaîtrait jamais le genre de dynamique familiale dans laquelle j'avais grandi. Elle connaîtrait son oncle Todd comme une présence aimante constante dans sa vie, quelqu'un qui était apprécié et respecté par le reste de sa famille, pas comme le conte moralisateur ou la blague familiale. Le processus de reconstruction a été lent et imparfait. Il y avait encore des moments où de vieux schémas émergeaient, où je devais fixer des limites fermes ou rappeler à mes parents et à mes frères et sœurs notre nouvelle entente. Mais avec le temps, ces moments sont devenus moins fréquents, les nouveaux schémas d'interaction devenant plus naturels. J'ai maintenu mes positions financières mais n'ai jamais eu à les utiliser comme levier après cette confrontation initiale. Le fait qu'elles existent semblait servir de rappel constant à ma famille que l'ancienne dynamique de pouvoir était définitivement modifiée, que le respect n'était plus facultatif mais nécessaire. Le changement le plus profond, cependant, n'a pas été dans la façon dont ma famille m'a traité, mais dans la façon dont je me voyais. Me défendre ce jour-là dans la cuisine avait brisé quelque chose en moi, me libérant du besoin de leur approbation qui m'avait contraint pendant si longtemps. J'ai découvert que si la réconciliation était précieuse et valait la peine d'y travailler, mon estime de moi ne dépendait plus de leur validation. J'ai élargi mon cercle de famille choisi, nourrissant des amitiés avec des gens qui m'appréciaient pour qui j'étais exactement, pas pour qui ils voulaient que je sois. Je suis devenu plus présent et authentique dans toutes mes relations, ne portant plus l'anxiété constante de bas grade qui avait accompagné les interactions familiales pendant tant d'années. Lorsque Logitech a finalement accepté une offre d'acquisition près de 18 mois après l'incident de la Baby Shower, j'ai invité toute ma famille à Seattle pour la cérémonie de signature et la célébration. Voir le visage de papa alors qu'il assistait à l'annonce de mon nom à côté d'un chiffre qui éclipsait tout ce que son entreprise avait jamais valu a été un moment complexe. La satisfaction mêlée de compassion pour les ajustements qu'il faisait encore pour me voir tel que j'étais vraiment. La leçon la plus précieuse de tout ce parcours n'était pas sur l'argent ou le pouvoir, mais sur le courage d'être authentique même quand c'est difficile, de se défendre, même si cela signifie perturber des schémas confortables. Le respect de soi n'est pas quelque chose que les autres peuvent vous donner. C'est quelque chose que vous devez revendiquer pour vous-même, parfois à un coût significatif. Les relations familiales sont des territoires complexes où l'amour et la blessure coexistent souvent, où les schémas établis dans l'enfance peuvent perdurer pendant des décennies à moins d'être consciemment perturbés. Le travail de guérison de ces relations ne consiste pas à prétendre que la blessure n'a jamais eu lieu, mais à la reconnaître honnêtement et à choisir de construire quelque chose de plus sain à l'avenir. Je regarde ma vie maintenant avec son mélange de réussite professionnelle,
de relations authentiques et de paix familiale durement gagnées, et je reconnais à quel point les choses auraient pu être différentes si j'avais continué à accepter les mauvais traitements pour maintenir l'illusion d'harmonie familiale. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire, à la fois pour vous-même et finalement pour les autres, est de refuser de participer à des dynamiques qui diminuent l'humanité et la valeur de quiconque. S'il y a une chose que j'ai apprise que j'aimerais partager avec quiconque est confronté à un dysfonctionnement familial similaire, c'est ceci: votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres vous traitent, mais par la vérité de qui vous êtes. Et parfois, se tenir fermement dans cette vérité, même si cela cause un inconfort temporaire, est le seul chemin vers un changement durable et une connexion authentique. Avez-vous déjà dû vous opposer à des membres de votre famille qui ne vous traitaient pas avec respect? Quelles limites avez-vous dû fixer dans vos propres relations pour protéger votre estime de vous-même? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo si elle a résonné en vous. Rappelez-vous, parfois les conversations les plus difficiles mènent aux transformations les plus importantes. Merci d'avoir écouté mon histoire et j'espère qu'elle vous aidera à trouver le courage d'écrire votre propre fin face à des défis similaires.